À la page 32 du chapitre 11 de mes notes de cours, je résous la situation 2 de la section 2.7 de Séguin, situation qui s'intitule « Un bloc entraîné par la rotation d'un disque ». On peut lire et voir la situation à la page 254 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième lecture pour sortir nos données. Donc, on a un disque de métal de 50 cm de rayon. Je l'ai probablement transformé immédiatement en mètres. Et étant donné que j'ai, à la lecture, vu qu'il y avait un deuxième rayon, j'ai appelé ça rayon du disque. J'ai probablement identifié ici là, que D, j'allais retenir pour 10, puis qu'il y avait le bloc aussi, donc la lettre B quand je parle du bloc. Il tourne à 40 tours par minute, donc j'utilise ce qu'on utilise fréquemment dans le milieu scientifique et industriel, les RPM pour tours par minute. Donc 40 RPM, c'est une fréquence, petit f. Troisième donnée que je rencontre, on me parle qu'il y a un bloc qui repose sur le disque à demi-rayon à peu près. Donc c'est le rayon du bloc qui est une demi fois le rayon du disque. Évidemment, je peux le calculer, c'est une demi fois 0.5, là, c'est 0.25 mètres. On nous mentionnait là, que le disque et le bloc tournaient là, sans qu'il y ait de glissement entre l'un et l'autre. Pas obligatoire, là, mais je peux parler qu'il n'y a pas de force de frottement cinétique, là, que la force de frottement cinétique est égale à 0. Et pour réussir ça, on me demande quel doit être le coefficient de frottement statique minimum. Donc, j'utilise mu S et j'ai mis la mention minimum est égal à combien, ça n'a pas d'unité. Au niveau de la situation, il faut prendre le temps de regarder le dessin et de s'assurer qu'on comprend bien la situation. Là. Je vais avoir une trajectoire circulaire, j'ai dessiné le bloc. OK? Pas le disque, je dis bien le bloc. Là. Donc ici, mon objet, c'est le petit bloc jaune tel qu'on le voit dans le livre de Séguin, là, qui va tourner sur une trajectoire circulaire. La seule façon d'expliquer que ce bloc-là tourne sur une trajectoire circulaire, il faut qu'il y ait une force dirigée vers le centre là, qui fait tourner le bloc. Et cette force-là qui est dirigée vers le centre, la seule force, ça ne peut pas être une corde, il n'y a pas de corde qui le retient au centre, c'est pas un ressort, c'est pas force gravitationnelle, donc c'est la force de frottement qui retient le bloc, qui tire le bloc vers le centre puis qui oblige le vecteur vitesse à tourner. C'est donc normal qu'on nous demande un coefficient de frottement minimum. Si j'augmente la vitesse, à un moment donné, le bloc pourrait déraper. Ben, c'est parce que le frottement qui le maintenait sur sa trajectoire, le coefficient de frottement va devenir trop élevé et je vais déraper et je ne suivrai plus ma trajectoire circulaire. Donc ici, j'ai vraiment dessiné le bloc, fait que le rayon de ce cercle-là, c'est le petit, c'est RB. Okay? Mon RD il est plus grand, plus loin, puis je ne m'en sers pas de toute façon. Okay? Le RD est caché quelque part ici, là, il est beaucoup plus grand. Fait que ça, évidemment, c'est la situation vue de haut, c'est ma seule façon là, de bien montrer le cercle. Le RD est illustré, le F, je vais l'avoir mis le long de ma trajectoire. Le RB est illustré, le 0 de frottement, je n'ai pas besoin de l'illustrer. Et le mu S, ben, je vais avoir dessiné un vecteur mu proche de l'objet. Évidemment, quand on est sur une trajectoire circulaire, on monte toujours la vitesse pour montrer que l'objet avance sur cette trajectoire circulaire-là. On montre toujours qu'il y a une accélération centripète là, pour montrer justement qu'est-ce qui a fait que le bloc tourne. Quoiqu'ici, je l'ai mis en rouge non obligatoire, un peu comme la masse également. C'est parce que je vais avoir mis de toute façon un autre vecteur qui va montrer que j'avais une force qui l'aurait forcé à tourner. Fait que soit qu'on montre la force qui joue le rôle de force centripète, ou on montre l'accélération centripète, ou les deux. Toutes ces réponses-là sont acceptables. C'est donc le dernier vecteur que j'ai mis en arrière ici, c'est justement ma force de frottement, c'est elle qui joue le rôle de créer un effet centripète, là, de faire tourner l'objet. Je vous avais mentionné que quand j'ai des problèmes où ce que je rajoute l'indice minimum, maximum, j'essaie de me trouver une condition d'inégalité. Évidemment, la condition d'inégalité ici va être liée au mu S, si on va dans le résumé approprié, c'est-à-dire le chapitre 10, qu'on avait notre frottement et nos coefficients de frottement. Ben, on voit ici le mu S qui est ici, mais qui n'est pas dans une condition d'inégalité. Je vous ai dit, quand j'ai des min-max, souvent je vais travailler avec quelque chose qui fait apparaître une inégalité. Donc, je commencerai mon problème avec cette chose-là. Évidemment, le mu S va apparaître parce qu'il va être caché dans le Fs max de toute façon. Mais je vais décoller mon problème avec cette équation-là, puis je vais utiliser celle-là en deuxième. De retour à mon problème, c'est donc la première chose que j'ai marquée, là, ma condition de frottement statique. Il faut que le frottement statique soit plus petit que le frottement statique maximum. Évidemment, le frottement statique ici, ben, c'est ma force de frottement vers le centre.
plus petit ou égal. Et quand je dis la deuxième formule, je l'utilise immédiatement, mais le frottement statique minimal, c'est donné par μs fois la force normale. Oups, force normale n'est pas dessinée, puis elle ne s'exerce pas dans le même plan que ici. Regardez encore une fois le dessin dans le livre de Séguin. Si je veux voir la force normale, il faut comme je regarde le disque de côté. Il faudrait que je fasse tourner cette page-là de 90 degrés pour montrer ma force normale. Donc j'ai redessiné mon bloc ici sur le côté. Donc cette fois-ci, j'ai mon point, mais je regarde le disque de côté, un peu comme il est dessiné dans Séguin. Donc vous voyez, ma force de frottement est encore ici, là, mais j'ai fait un virage de 90 degrés. Là, je regarde le disque sur son côté mince, si on veut. Là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est important. Si jamais vous avez des problèmes à ce niveau-là, de m'en reparler pour que vous voyez bien c'est quoi la différence entre la vue de haut et la vue de côté. La force, il va y avoir, si je me mets à dessiner des vecteurs force, je vais toutes les dessiner. Évidemment, il va y avoir la force gravitationnelle qui est en dessous du disque. Et la force normale, c'est le disque qui supporte le bloc. Donc, il y a une force normale comme ça. Donc maintenant, j'ai vraiment toutes mes forces de dessiner. On cherche une valeur de μs minimum. Donc je vais isoler le μs. Je l'ai réécrit de ce côté-ci. Donc j'ai écrit μs force normale. Mais quand je le lis dans ce sens-là, je devrais inverser mon chose. Il faut qu'il soit plus grand ou égal à la force de frottement. C'est comme si je lirais à l'inverse, si μs fois force normale, plus grand que ff. Je voulais l'avoir du côté gauche. Et maintenant, je peux envoyer diviser ma force normale de l'autre côté. Mais ça va me prendre des valeurs de force de frottement et de force normale, ce que je n'ai pas ici. En plus, je peux enlever l'inégalité. S'il faut que μs soit plus grand ou égal à ça, ça veut dire que la portion qui est égale, ça me donne le μs minimum, justement. La plus petite valeur, c'est quand je vais être égal à ces deux choses-là. Donc, ça confirme, là, ce qui est demandé dans le problème, c'est bien une valeur minimale. Donc, je suis bloqué là parce que je n'ai pas de valeur pour en haut et en bas. Je vais commencer par en haut, force de frottement. Quel outil que je peux prendre pour calculer la force de frottement? La force de frottement s'exerce sur l'axe C. Donc, je vais prendre la deuxième loi de Newton selon l'axe C. Somme des forces centripètes est égale à MAC. La seule force que j'ai là-dedans, c'est la force de frottement, qui est dans le bon sens par rapport à l'axe centripète, est égale à MAC. Ces deux choses-là ne sont pas connues, donc je suis bloqué. Accélération centripète, vous allez voir, on fait souvent la même affaire. On fait appel au chapitre 4. Accélération centripète est égale à V carré sur R. Donc, c'est ma vitesse du bloc au carré divisé par le rayon du bloc. Je connais le rayon du bloc, mais pas la vitesse du bloc, donc encore bloqué. Mais je connais la fréquence, puis je vais être capable, toujours à l'aide du chapitre 4. Donc, si vous demandez de où sortent les formules, retournez voir le chapitre 4. Mais je peux trouver une relation entre la fréquence, la période, et la période, il y a une relation avec la vitesse. Donc, je peux utiliser cette équation-là. Et maintenant, tout est connu, tous les chiffres sont connus là-dedans. De toute façon, je vais commencer par isoler mon VB que j'ai besoin. Donc, VB va être égal à 2πr fois F. Et ça, c'était des chiffres connus. Je pourrais calculer une valeur si je m'intéresse aux valeurs. Et là, bizarrement, je n'aurais pas fini à 100% parce que quand je regarde ma force de frottement, j'ai calculé accélération centripète là, pour pouvoir... j'ai calculé vitesse pour pouvoir calculer accélération centripète, puis accélération centripète, c'est pour pouvoir calculer la force de frottement. Donc là, je connais AC, mais je ne connais pas plus M, qui n'est pas donné dans le problème, puis que j'ai pas bien de formule de physique pour calculer un M, à part justement celle que je viens de déjà utiliser. Sauf que le M, on s'est aperçu quand on faisait le chapitre 10 sur le frottement, que souvent les M se simplifiaient. Donc je vais espérer que dans l'autre partie, parce que il me reste la force normale à régler, va faire apparaître le M, puis que ça pourrait se simplifier quand je vais les mettre un sur l'autre. Donc, on va aller régler force normale. Force normale, on le dit, hein, on fait toujours une somme des forces pour régler force normale. Avant de le faire, j'avais oublié de faire ma conversion ici, hein, parce que dans la formule en bas, j'ai pris 2 tiers de Hertz ou 2 tiers de rotation par seconde. C'est parce que j'avais fait une conversion. Je n'ai pas pris 40 dans ma formule de physique. Là. En bas ici, quand j'ai calculé, j'ai mis 2 tiers, j'ai pas mis 40. Je disais donc que la force normale, si je veux la calculer, j'ai pas le droit de dire automatiquement que c'est égal à Fg. Si je dis que c'est égal à Fg, c'est parce que j'ai fait une somme des forces selon Y. Donc l'outil pour le calculer dans ce cas-ci, ça va être une somme des forces selon Y, que j'ai deux seuls vecteurs dans ce cas-ci, comme souvent, mais j'ai pas le choix de le faire.
plus la force normale moins FG est égal à 0. Donc là, je vais pouvoir dire que force normale est égale à FG est égale à mg. Encore une fois, j'ai mon m que je ne connais pas, mais je l'ai fait apparaître une deuxième fois. Fait que je souhaite qu'il se simplifie. D'ailleurs, je suis à l'étape que je ramène tout ensemble. Soit je fais des calculs intermédiaires, ou que je ramène tout ensemble. Donc le mu S min, c'était force de frottement. Force de frottement, c'est m fois AC. Donc je vais avoir écrit mon petit m fois AC. AC, je le remplace par V carré, V du bloc au carré divisé par R carré. Fait, je vais avoir mon divisé par R carré ici. Pas par R carré, mais juste par R, excusez. Et mon VB que j'ai calculé ici, 2πRF. Donc, mais ça, c'est au carré. Donc, c'est 2πRF, tout ça au carré. Et le mu S, à la fin, je divisais par force normale. Force normale, c'est mg. Donc, en bas, je vais avoir écrit mg. Fait qu'évidemment, comme mentionné tout à l'heure, les m vont pouvoir se simplifier. Donc, il va me rester 2π au carré. J'ai un r au carré divisé par un r, il va m'en rester 1. J'ai f au carré, puis j'ai g en bas qui demeure. Et je suis prêt à mettre les chiffres. Donc, j'obtiens cette réponse-là en finale. Et j'aurais pu aussi faire des calculs intermédiaires, soit de période, soit d'accélération centripète, puis d'utiliser calculs intermédiaires. Mais je préfère toujours traîner les symboles le plus longtemps possible.